Comment être certifié chez System.io? Découvre comment devenir un expert de System.io avec leur système de certification gratuite. Je vais te donner toutes les astuces pour réussir les tests et obtenir toi aussi ton certificat. Car je viens de le recevoir et bien que les vidéos de la formation soient instructives, j'ai trouvé que certains points manquaient de clarté pour réussir du premier coup. C'est pourquoi j'ai décidé de créer cette vidéo. En plus, on m'a refusé ma première demande bêtement, donc reste bien jusqu'à la fin pour pas te faire avoir toi aussi. Mon objectif est simple, c'est qu'on ait tous 100% de réussite. Alors pourquoi tu devrais passer cette certification System.io? Eh bien pour plusieurs raisons. 1. La crédibilité. Avoir une certification montre à ton audience et à tes clients potentiels que tu maîtrises l'outil. C'est un gage de confiance. 2. Les compétences. La formation te donne toutes les clés pour exploiter au maximum les fonctionnalités de System.io. C'est un gain de temps énorme pour ton business. 3. L'opportunité. En étant certifié, tu peux te positionner comme un expert et proposer tes services à d'autres entrepreneurs ou business qui utilisent eux aussi System.io. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Comment réussir cette certification rapidement et efficacement? 1. La préparation. Avant de commencer, assure-toi d'être dans un environnement calme. Ça te permettra de te concentrer pleinement sur le contenu. Ce n'est pas juste un bout de papier, mais une véritable phase dans le développement de ton business. 2. Ne te précipite pas. Les tests ne sont pas chronométrés, donc prends ton temps. 3. Étape par étape. Il y a 8 modules et à la fin de chaque, tu auras un test. Je vais donc te découper la suite de la vidéo pour que tu t'y retrouves facilement. Entre nous, la partie sur les blogs demande un peu de concentration. Comment débuter la certification? Rien de plus simple, tu as un lien d'inscription gratuite sous cette vidéo. Pour la transparence, c'est un lien affilié, ce qui ne change rien pour toi, c'est gratuit, mais c'est une belle façon de me soutenir. Si tu as déjà un compte chez System.io, attention, pense à utiliser la même adresse email. Après, tu recevras un email de confirmation avec l'accès au cours ou sinon, tu peux aussi le retrouver dans ton tableau de bord étudiant. C'est parti pour le premier module, tableau de bord principal et contact. La première question qu'on nous pose, c'est quel élément de System.io vous permet de classer vos contacts avec différents groupes. Il faut bien comprendre que chez System.io, tout marche à partir des tags. Je vous montre ça rapidement, mais il suffit d'aller en haut dans Contact, Tag ici, et en fait on peut créer quasiment autant de tags qu'on veut selon le plan où on est, et ça permet de classer ses contacts. Chaque contact peut avoir plusieurs tags, mais du style on peut avoir un tag newsletter, un tag client, le nom d'un produit, etc. Ça nous permet de savoir exactement, de segmenter notre liste et par exemple, de ne pas envoyer une promotion sur un contact qui a déjà acheté notre produit. La deuxième question qu'on nous pose, c'est super important, c'est de reconnaître une bonne URL affiliée. Donc c'est la deuxième avec le interrogation SA égale et notre numéro d'affiliation. Pour le trouver, il suffit d'aller dans tableau de bord affilié et en fait on voit notre numéro d'affiliation ici à droite et on peut avoir directement notre lien ici, faites la promotion de System.io et du coup il suffit de cliquer sur le petit icône et ça copie automatiquement dans le presse-copier notre lien d'affiliation. Pour la partie suivante, où nous demande des informations sur la marketplace, donc là c'est assez simple, c'est les 3 premières réponses et il ne faut surtout pas cocher la dernière réponse. Et donc là on est sur la marketplace, on peut trier par offre, donc là c'est toutes les offres disponibles sur la marketplace ou par programme d'affiliation par exemple pour retrouver un infopreneur spécifique. On peut aussi classer par les produits et donc là typiquement si je mets programme d'affiliation, par exemple on clique sur System.io. Donc là, c'est Aurélien Hamaker, le créateur de System.io, c'est tout son programme d'affiliation. Et donc là, il y a tous les liens d'affiliation. Il suffit d'en sélectionner un, peu importe lequel là. Donc là, par exemple, le kit de lancement. Et on clique sur promouvoir l'offre. Ça va ouvrir le lien. Et en fait, ce lien en haut a intégré automatiquement notre lien d'affiliation. Parmi les fonctionnalités lesquelles n'existent pas dans l'onglet Contact, c'est l'avant-dernière question de ce module. Et en fait, c'est pouvoir envoyer directement une newsletter ou un email à nos contacts. Le reste, on peut le faire.
Donc là, typiquement, je suis dans l'onglet Contact et dans le sous-menu Contact, j'ai tous mes contacts ici et en fait, je peux faire pas mal d'opérations. Les opérations que vous pouvez faire directement à partir de là, il suffit par exemple de cocher un ou plusieurs contacts et en bas à droite, il y a plus d'actions possibles. On peut ajouter des tags, supprimer des tags, inscrire à des campagnes, se désabonner d'une campagne, se désinscrire des emails marketing. En gros, ça les désabonne de votre newsletter, typiquement, et exporter ses contacts. Il y a aussi la possibilité de faire pas mal de filtres ici et d'avoir des pré-filtres enregistrés à gauche. La dernière question, à quoi sert le filtre activer les emails? Eh ben, c'est assez simple, il suffit d'aller aussi dans Contact en fait, donc là on n'est pas obligé de... On va désélectionner ce qu'on avait sélectionné. Il suffit de faire activité email, de sélectionner et en fait on peut choisir une date. Par exemple, on peut revenir 2 mois en arrière, 3 mois en arrière et mettre la condition, c'est quels contacts n'ont pas interagi avec nos emails. Donc ça, c'est assez pratique pour nettoyer sa liste d'emails. Donc là, le but de tous ces fils, c'est d'aller voir un peu ce que c'est et surtout de jouer avec pour bien comprendre. Mais là, c'était pour répondre à cette question. Et donc là, typiquement, c'était la première option à cocher uniquement. À partir de là, tu as 100 points. Dans le module 2, première question, à quoi correspond une page de capture? À quoi ça sert? Pour faire simple, ça permet de créer sa base de données d'email et de contacts. Donc c'est la première case à cocher. Et pour vous illustrer ça, j'ai cet exemple. Là, typiquement, c'est Brut de chez Brut, mais c'est une page de capture où on demande un nom, un prénom et il y a le bouton envoyer. Donc là, il faut une promesse, etc. Les gens ne vont pas donner leur adresse email, leur prénom comme ça, mais on peut utiliser le principe du Lead Magnet, c'est offrir un cadeau en échange d'informations, un guide, une formation gratuite, etc. Que représentent les blocs dans le contexte d'une création de page System.io? C'est des éléments préconstruits, donc on va aller éditer cette page rapidement. Donc là, je suis dans un tunnel, je suis dans une page de capture, modifier la page. Et en fait, il y a plein d'éléments à gauche qu'on peut utiliser. D'ailleurs, cette page utilise déjà plusieurs éléments préconfigurés. Donc là, c'est assez simple. Par exemple, si on veut ajouter une image, on sélectionne le bloc image et on vient le déposer. Il suffira plus d'éditer ce bloc pour insérer notre propre image. Quelle est la différence entre un simple bloc et un master bloc? Les master blocs, on va retourner à éditer, mais ici, on peut avoir des éléments, mais on peut avoir des blocs. Des blocs, c'est souvent des éléments qu'on a designés soit nous-mêmes. Alors System.io nous en donne. Je vais vous montrer un exemple. Par exemple, une grille de tarifs. Au lieu de redesigner à chaque fois une grille de tarifs, en insérant élément par élément, on peut utiliser un bloc. Les blocs, on peut en créer nous-mêmes. Donc là, on pourrait complètement modifier ce bloc. On va le faire très rapidement ici, juste en changeant la couleur des boutons pour que ça soit visible pour vous. Hop, je mets n'importe quoi, hop, c'est juste pour différencier avec le bloc officiel. Ok, ça par exemple, on peut se dire, ah, c'est un bloc qui m'intéresse, que je pourrais utiliser sur plusieurs pages, parce qu'au final, des grilles de tarifs, j'en ai besoin un peu partout. C'est une supposition. Et je peux enregistrer par exemple la section ou le bloc, peu importe, la rangée, et là, on peut créer un bloc. Donc là, grille de tarifs. C'est très pratique, surtout quand on fait plusieurs fois à peu près les mêmes pages, quand on a plusieurs pages de vente, plusieurs pages de capture, etc. Ça évite de redessiner à chaque fois de zéro. Donc là, si je retourne dans bloc, je peux aller dans mes blocs. Là, j'en viens d'en créer un avec vous. Et donc là, si on va tout en bas, c'est le bloc que je viens de créer. Donc là, je clique dessus et il va me l'insérer plusieurs fois en dessous. Donc ça, c'est assez pratique pour gagner du temps dans l'utilisation de System.io. L'autre possibilité, c'est d'utiliser un master block. Là, il faut bien comprendre que si je fais une modification dans ce bloc, ce bloc sera modifié sans impacter les autres pages qui ont utilisé le même bloc. Inversement, un master block, c'est très pratique pour les pieds de page, entre autres, où il y a nos informations légales typiquement et qui vont jamais changer. On peut se créer un master block. Le gros avantage du master block, c'est si on opère une modification sur un de ces blocs, ça va vraiment agir sur toutes les pages où est présent ce master block.
Donc là, je te montre un exemple assez rapide, mais ça, c'est mon pied de page. Mon pied de page utilise, bref, différents éléments. Et en fait, quand je vais modifier, par exemple, si je vois qu'il y a une faute d'orthographe, si je veux modifier un lien, modifier une date, je sais que partout où est présent ce master block, peu importe la page, si j'opère une modification maintenant, ça va modifier sur absolument toutes les pages. Comment repérer que c'est un master block? Eh bien, en fait, si vous regardez, ici, il y a un petit éclair. Le master block aussi peut être très pratique, par exemple, pour vos bios. Souvent, sur les pages de vente, on fait un peu une section où on informe un peu de qui on est, etc. Le truc, c'est qu'au fur et à mesure des années, ça peut un peu évoluer. Et donc, au lieu d'aller sur chaque page pour modifier sa bio, eh ben, allez simplement éditer une seule fois un master block. Et vous savez que sur toutes vos pages où était présent ce bloc, ça se modifiera en automatique. Donc, pour ce côté master block, c'était la deuxième réponse à cocher. Quelle est l'utilité de la fonctionnalité d'A/B testing? C'est vraiment pour comparer deux pages et voir celle qui performe le mieux. Je te montre ça tout de suite. Là, on repart sur notre page de capture qu'on a utilisée juste avant. Je vais l'appeler la première test A. Je sauvegarde. Je vais cliquer sur les trois petits boutons et je vais cliquer sur dupliquer. Confirmer. Là, du coup, je vais la renommer et je vais la nommer test B. Je sauvegarde. Il faut imaginer par exemple que sur le test A, tu essayes un titre et sur le test B, tu essayes un autre titre sur ta page. Ça va te permettre de comparer les deux pages et voir celle qui performe le plus dans le temps. À partir de là, c'est simple, tu cliques sur page de capture test A et tu cliques sur l'onglet test AB. Choisissez une variante, donc là c'est ce qu'on va faire. Donc la variante, c'est simple, elle s'appelle test B et l'objectif c'est la page de destination, donc la page de remerciement dans ce cas-là. Quelle est l'étape d'après en fait de ce test? Donc page de remerciement. Je clique sur sauvegarder et lancer le test AB. Et automatiquement, System.io va envoyer 50% du trafic d'un côté, 50% du trafic de l'autre. Et ici, on verra le taux de conversion. Au bout d'un moment, du style au bout de 100, 200 visites, tu pourras dire « Ok, le test B marche mieux que la A, donc je vais utiliser que la page B. » C'est très, très, très puissant. On voit aussi du coup qu'il y a des petits icônes qui ont apparu, test AB en cours, test AB en cours, et ça c'est l'objectif, c'est la page de destination. Je trouve que c'est pas terrible, mais voilà. Peu importe qu'on passe par le test A ou le test B, automatiquement, une fois qu'ils auront validé ici le formulaire, on se retrouvera sur la page de remerciement. Pour la question suivante, c'est une question un peu plus générale, mais en gros, ce qu'il faut répondre, c'est page de vente. Donc là, typiquement, si on va dans tunnel, créer un tunnel, on tape page de vente, juste pour, c'est un titre au hasard, comme ça, et on va cliquer sur vendre, sauvegarder. On va rentrer dedans. On va pouvoir utiliser un peu ce qu'on veut. Donc ici, c'est plutôt des bons de commande, ce qui marche très bien aussi, mais c'est page de vente. Si tu veux en créer une, il suffit de créer une étape. On va l'appeler page de vente. Donc, la page de vente n'a pas forcément le bon de commande. Eux, dans comment ils l'ont exploité, comment ils ont posé la question, clairement, ils font plutôt appel au bon de commande. Mais la page de vente et le bon de commande peuvent être dissociés ou inversement, tout regroupé sur la même page. Donc là, il y a page de paiement et page de vente. Donc là, je vais cliquer sur page de vente. Les pages de vente, généralement, n'ont pas le bon de commande. Pour info, abonnement. En dernier, quel est l'objectif des variables de substitution dans les emails? C'est quelque chose d'assez important, surtout quand tu as fait une page de remerciement avec le champ prénom, autant dire du style « Bonjour Damien », quelque chose comme ça. Et du coup, je vais te montrer comment faire. Il suffit d'aller dans « Email »,« Newsletter ». Je vais t'en créer une nouvelle rapidement. Je vais l'appeler « Test ». On va rester sur l'éditeur classique, c'est ce que je fais le plus souvent. On va rentrer dedans. Et puis ici, si tu descends à droite, tu as toutes les variables de substitution que tu peux mettre. Donc, il faut bien comprendre que
pour que System.io puisse afficher au final le champ correspondant, il faut que tu l'aies capturé. Du style, si tu n'as jamais demandé la ville de la personne, elle ne pourra jamais l'afficher. Donc, généralement, la variable la plus utilisée, c'est first name. Il suffit de copier. Voilà. Et de mettre, par exemple, salut. Et là, du style, le coller. Salut, et du coup, si sur ta page de capture tu as bien fait le travail, et ben ça va être marqué salut Paul, et puis après c'est la suite de ton email. Donc tu as pas mal de variables que tu peux utiliser. Honnêtement, c'est rare d'utiliser les autres, mais first name, c'est souvent la plus utilisée et celle qui donne un peu un ton un peu plus personnel. Voilà pour ce module. Ok, maintenant on se retrouve dans la partie blog. À quoi sert l'éditeur de template de blog? En fait, ça permet d'éditer le haut et le bas de son blog, principalement tout ce qui est visible sur absolument toutes les pages. Comment on fait? Là, j'ai cliqué sur blog. Je vais utiliser ce template que j'ai téléchargé rapidement, blog ici. Ici, il y a template du blog. Et en fait, ça nous permet de customiser, on va dire, la partie du menu du haut et le pied de page. Et au moins, ça sera visible absolument sur toutes les pages de notre blog. Donc, c'est le seul endroit où, au final, on peut vraiment gérer correctement son menu et son pied de page. À quoi sert l'élément listing des articles dans un blog? Alors, le truc, c'est que ça a été mal traduit et du coup, j'ai eu du mal à trouver au départ, mais il permet d'afficher les derniers articles publiés sur le blog. Je vous montre comment on fait. Donc là, il ne faut pas aller là, il faut aller dans Page. Dans Page, on peut créer des pages de catégorie ou sa home page, sa page principale, sa page à propos, etc., etc., etc. Donc là, typiquement, on va ouvrir ici qui est la page principale de ce blog. Et là, il y a un listing d'articles. Je vous montre aussi une autre fonctionnalité. Par exemple, ici, et bien là, il y a toute une liste d'articles. Et en fait, c'est exactement de ce qu'il parle, c'est liste d'articles. Et en fait, ici, on peut utiliser listing des articles. Donc là, je le glisse, il ne faudrait pas en avoir deux, un bloc, mais c'est juste pour montrer. On sélectionne et après, en plus, on peut un peu configurer de plein de façons différentes, d'un côté assez dynamique. Donc là, il faut faire attention aux écritures, etc. Il faut vraiment, on va dire, tout configurer, mais on peut faire beaucoup de choses. Et voilà à quoi ça sert. Quel est l'objectif de la fonctionnalité catégorie? Généralement, quand on a un blog, on parle de plusieurs sujets différents liés à une thématique principale. Donc, pour séparer un peu les différents types de contenus, donc les différentes catégories, on crée. Donc là, et dans cet exemple, il y a bourse, crypto-monnaie. Donc là, on pourra imaginer que c'est un blog sur l'indépendance financière. On pourrait rajouter une catégorie banque, une catégorie peut-être carte de crédit, etc. Mais voilà, ça permet juste ici de créer des catégories pour rassembler un certain nombre d'articles. Donc là, typiquement, on a tous nos articles et puis on choisit les catégories. Sur quelle page les visiteurs peuvent envoyer un message au propriétaire du blog? Donc là, ils disent la page de contact. La réalité, c'est que déjà, la page de contact, il faut la créer soi-même, mais on peut mettre un formulaire de contact un peu où on veut, et du style, là, si j'ouvre la page à propos, je pourrais très bien rajouter un élément qui s'appelle Contactez-nous. Donc je vais le placer un peu d'une façon bizarre, mais c'est juste pour vous montrer. Et donc là, il y a un formulaire de contact qu'on peut customiser, etc. derrière. C'est pas un problème, mais voilà, c'est la petite subtilité. Parce que moi je disais qu'on pouvait le mettre un peu partout quand j'ai fait ce quiz, alors que eux ils disent qu'il faut que sur la page contact. Dans la logique des choses, ils n'ont pas tort, mais dans la fonctionnalité de l'élément, on peut l'installer un peu partout. Me voici certainement dans mon module favori, les automatisations. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup dans mon business et donc on va voir ça. Quel est le déclencheur qu'on peut utiliser pour définir une action automatique quand un contact termine une campagne email? La première des choses, c'est que je vous montre tout de suite ce que c'est une campagne email. Ça se retrouve sous email campagne et en fait généralement c'est une séquence email. Donc là typiquement j'ai une séquence email où pendant plusieurs jours, chaque jour, donc dans un délai de 1 jour, on reçoit un email. On peut du coup à partir de là observer que quand la personne est rendue à la fin, mettre en place une automatisation. Les automatisations chez System.io, il suffit de cliquer en haut,
automatisation workflow. Et donc là, je vais en créer une nouvelle juste pour l'exemple. On va rentrer dedans. Et donc là, créer votre premier déclencheur. Donc là, typiquement, c'est ce qu'on essaye de faire, tout au moins c'est ce qu'ils nous disent de faire. On clique dessus et on sélectionne campagne email terminée. On descend, typiquement, il faut sélectionner la bonne séquence. Par exemple, formation, affiliation, System.io. Je clique sur créer. Et à partir de là, quand au final il est rendu à la fin de cette campagne, ce workflow, donc cette automatisation va se déclencher et typiquement on peut lui ajouter une action et ça pourrait être ajouter un tag et par exemple lui rajouter le tag newsletter. C'est un exemple parmi d'autres, mais voilà. Une fois que c'est validé, je clique sur sortie et petit détail important, c'est que là, il n'est pas encore validé. Donc je clique sur les 3 petits points et je clique sur activer, confirmer. Aussi simple que ça. La même chose, quel déclencheur devriez-vous utiliser pour mettre en place une action automatique quand un utilisateur clique sur un lien dans un email? Là, on va re-rentrer dans l'exemple. Donc ici, on va rajouter une action. C'est une décision pour le coup. Et on va mettre un filtre clique dans un email. Et donc là, il faut sélectionner quel email a été envoyé. Donc ça, concrètement, ce que je vous conseille d'utiliser, si vous voulez utiliser ce déclencheur, c'est pas quelque chose que j'utilise personnellement, mais ça peut être intéressant pour certaines choses. Le seul problème actuellement, c'est s'il y a plusieurs liens différents dans votre email. En ce moment, quand je tourne cette vidéo, il n'est pas capable de savoir si c'est plutôt le lien A ou le lien B ou le lien C. Donc ça, il faut bien le garder en tête. L'idée, c'est plutôt, ok, action, j'envoie un email spécifique. Donc, envoyer un email. Donc là, ici, vous pouvez créer un nouvel email. Donc là, je vais sélectionner un que j'ai déjà, on va dire. Et à partir de là, je vais faire une décision. Et là, ça va être cliquer dans un email. Donc là, je reprends le même, créer. Et du coup, c'est pareil. Là, si on veut bien faire les choses, il faut un délai. Parce que, en fait, là, vu qu'il n'y a pas de délai, le workflow, en fait, il passe à toute vitesse. Ok, je rajoute la newsletter, je lui envoie l'email, je vérifie. Mais en fait, la personne, elle a besoin de temps pour cliquer dans votre email. Donc là, une des actions possibles, c'est de rajouter un délai. Et du coup, là, c'est 1 heure, mais on peut choisir en journée ou en minute. D'ailleurs, ça répond à une prochaine question. Mais là, du style, j'attendrai au minimum une journée pour voir si la personne est passée à l'action ou non. Et à partir de là, si elle a cliqué sur un lien dans cet email, qu'est-ce que je fais? Donc là, je peux rajouter des actions. Si c'est non, quelles actions je fais aussi? On peut du style renvoyer le même email avec un titre différent si elle n'a pas cliqué dans notre email. Donc là, quelle option permet de diviser le chemin d'une action dans un workflow? Donc c'est ce qu'on vient de faire. Donc là, je vais supprimer ça. Mais c'est une décision et les décisions, ça peut être plein de choses ici. Donc état du contact, etc., etc. Moi, ce que je fais le plus souvent, honnêtement, c'est lié au tag. Dans le contexte d'un workflow, à quoi sert l'ajout d'un délai? Et le délai, c'est pour attendre un jour. Mais en fait, c'est pas forcément pour attendre un jour, comme on l'a vu. Donc là, je vais mettre un délai, je vais en rajouter un. Et c'est des journées, des heures, ou des minutes, ça peut vraiment, on peut choisir ce qu'on veut. De mémoire, il y a un petit tips à savoir, c'est qu'on ne peut pas dépasser 30 jours. Je vais vous montrer un exemple, 31 jours. Donc là, le délai dépasse les 30 jours. Ce que vous pouvez faire, si vous voulez vraiment avoir plus que 30 jours, c'est du coup de créer un premier délai de 30 jours et puis simplement en rajouter un deuxième. Et par exemple, rajouter 30 jours pour avoir 2 mois typiquement. Ça peut être pratique pour certains coachs, etc. Une option que je vous montre tout de suite, ça peut être assez intéressant pour certains d'entre vous, c'est la possibilité ici dans les actions de vous envoyer une propre notification, un email rien qu'à vous. Et là, c'est envoyer un email à une adresse spécifique. Donc là, il suffit simplement de réécrire un email. Donc là, typiquement, j'avais une automatisation quand quelqu'un annulait un abonnement que j'avais créé il y a longtemps, mais au moins je recevais l'information dans ma boîte mail sans avoir à me connecter sur System.io. C'est un petit tip que je vous donne parce que c'est une fonctionnalité sous-exploitée chez System.io. Et voilà pour les automatisations. Ok, on passe au module produit.
La première chose qu'il nous demande, c'est dans l'onglet produits, dans le menu commande, qu'est-ce qu'on voit? Alors personnellement, je ne vends pas de produits physiques, donc je ne peux pas vous le montrer à l'écran comme vous le voyez ici. Mais la réponse, c'est forcément les adresses email, les informations sur le produit et le statut de la commande, est-ce qu'elle a été envoyée ou non. Quand on crée un code promo, pourquoi on définit un nombre maximum d'utilisation? Dans cette question, on a l'impression que c'est obligé, c'est pas obligé. On peut facilement restreindre un code promo. Donc là, il suffit d'aller dans Produits, Code promo. Donc là, vous voyez, j'en ai un certain nombre. Et quand vous en créez un, en cliquant sur Créer ici, vous pouvez mettre le nombre maximum d'utilisateurs. Donc si vous en mettez 10, ce sera limité à 10 personnes ici. Vous pouvez mettre une date d'expiration, etc. C'est assez intuitif et facile à utiliser. Après, quel est le rôle du paramètre validation automatique des messages? Alors là aussi, ce n'est pas une fonctionnalité que j'utilise, mais si vous allez typiquement dans Produits communauté, vous vous retrouvez ici. Vous pouvez créer un espace communautaire, par exemple pour les membres de votre formation. Il suffit de cliquer sur Créer et c'est l'option que vous pouvez cocher ici. En gros, si c'est activé, les gens n'auront pas de modération, les messages seront automatiquement publiés. Si vous désactivez, il y aura une espèce de modération. La prochaine question, c'est à propos des packs de formation. Comment on fait pour ajouter du délai entre chaque formation? C'est en employant la technique du contenu distillé sur le bon de commande. Mais ce que je veux vous montrer ici, c'est comment on fait ces packs parce que c'est pas super intuitif. Donc on va dans Produits, Formation. Ici, il y a Mes formations. Donc là, moi, j'en ai 73. Et ici, vous pouvez créer vos propres packs de formation. Donc là, j'ai fait un test de pack de formation. Je ne vends jamais en pack, mais ça peut être intéressant pour certains business models. Donc là, test pack de formation. Et en fait, ce qu'on peut faire, c'est ajouter. Par exemple, là, je vais en rajouter une au hasard. On va dire que c'est par exemple cette formation. Et en fait, on peut mettre un délai par rapport à celle précédente. Donc c'est-à-dire qu'on peut les classer dans l'ordre qu'on veut. Et aussi, on peut rajouter un délai. C'est un délai en jours. Donc là, typiquement, hop, si je fais ça, c'est 2 jours après celle-ci. C'est les petites informations à savoir. Ce n'est pas forcément la chose la plus utilisée, je pense, aujourd'hui par les utilisateurs de System.io. Mais voilà comment on se crée un pack de formation très pratique, entre autres, pour Black Friday ou ce genre de choses. Parmi les options suivantes, laquelle n'est pas obligatoire lors de la création d'une formation chez System.io? En gros, rien n'est obligatoire. Donc là, il suffit de cliquer sur toutes les options ci-dessus. Donc je vous montre juste un petit exemple. Si vous cliquez sur Créer, les deux seules choses au final qu'on a besoin de mettre, c'est le titre. Donc là, je vais appeler titre test. Et puis, le chemin d'accès. Donc là, ce serait titre test, on va dire. Pour le reste, c'est optionnel. Donc là, directement, je viens de créer ma formation qui s'appelle titre test. Alors dans cette formation, il n'y a rien dedans, donc on va rien voir concrètement, mais voilà. Et après, quelles sont les options disponibles lors de l'édition d'un chapitre dans System.io? Donc là aussi, on part dans son espace de formation. Donc là, on va rajouter un module, parce qu'avant de rajouter un chapitre, il faut mettre des modules. Donc là, je fais module, j'ouvre le module, et là, je peux ajouter un chapitre. Donc là, je vais l'appeler chapitre 1 typiquement, et puis on va sauvegarder. On va pouvoir ici en cliquant faire différentes choses et entre autres dupliquer, supprimer, etc. La chose qu'il faut faire attention, c'est que quand on crée les chapitres, on voit ici un petit bug graphique, mais là c'est en gris, c'est-à-dire que ce n'est pas activé. Donc là il faut que je l'active pour qu'il soit visible par tout le monde. Donc on peut activer et désactiver chaque chapitre et puis de l'autre côté on peut dupliquer et supprimer aussi. Voilà, c'était tout pour ce module. On est dans la partie vente, maintenant ça va aller assez vite. Quelles sont les options disponibles quand on désabonne quelqu'un? On va aller voir ça, mais c'est assez simple. Donc là on est dans tableau de bord, vente, abonnement. Je prends quelqu'un au hasard, je clique sur les 3 petits points à droite, annuler l'abonnement, et on peut décider de désinscrire à la date du prochain paiement ou désinscrire dès maintenant. Donc 2 options possibles, et du coup il faut juste cocher la première case.
Deuxième question, quelle section vous permet de consulter les paiements effectués par vos clients? Et bien ça c'est assez simple aussi, il suffit d'aller dans Vente, Transactions et vous avez absolument tous les paiements. Il y a aussi de nombreux filtres ici pour retrouver aussi bien un client, voir ce qu'il a acheté, etc. Et pour rembourser une personne, il suffit juste de cliquer sur ces trois petits points et de cliquer sur rembourser. La suite, sur la page d'abonnement, quels sont les trois états, on va dire, d'un abonnement? Donc là aussi, c'est assez simple. Ici, j'ai de la chance, on voit les trois. Donc, il y a le statut actif, c'est-à-dire qu'il y a encore de la récurrence ou d'autres abonnements qui vont arriver dans le temps. La personne qui a complètement terminé, par exemple, si c'était un abonnement de 3 mois, elle a terminé son abonnement de 3 mois, donc c'est totalement fini. Et puis, la personne qui a annulé tout en bas. Donc, choisir l'état, il y a les trois possibilités aussi par ce filtre. Voilà, c'était assez simple ce module. On passe à la partie email. Donc la première question, c'est comment on teste nous-mêmes au final sa newsletter, l'email qu'on veut envoyer. Il suffit de cliquer sur enregistrer et tester. Je vous montre, ça c'est le fameux email qu'on avait préparé tout à l'heure. Il suffit de cliquer sur enregistrer et tester. Et là, vous pouvez mettre votre adresse ou l'adresse email de votre choix. Cliquez sur confirmer et cet email sera envoyé sur cette boîte mail. C'est une belle façon aussi de vérifier un peu comment est affiché l'email. Est-ce que les gras, la taille des polices, etc. sont bien faits. Et puis vérifiez bien aussi l'état de tous les liens que vous avez dans votre email en cliquant dessus, voir si ça va à la bonne page. Quel type d'adresse email on peut utiliser? Donc là, c'est la première case à cocher. On peut utiliser chez System.io n'importe quelle adresse email, mais il est fortement conseillé d'utiliser sa propre adresse email. Donc, si vous avez un nom de domaine du style, je sais pas, moi j'ai damienmenu.com, créer une adresse email basée sur ce nom de domaine, ça sera beaucoup plus pro d'une part. Et c'est l'utilisation préférée de chez System.io. Comment pourriez-vous ajouter des contacts à une campagne? Alors manuellement, c'est assez simple. Il suffit d'aller dans Contact et dans toute sa liste, de sélectionner par exemple, on fait un filtre, on recherche une personne ou autre, on trouve la personne, on la coche et en bas à droite, vous pouvez inscrire à la campagne et là, vous choisissez votre campagne. Une autre façon, c'est d'utiliser un workflow. On l'a déjà vu ça juste avant, donc je ne vais pas forcément le répéter. Mais c'est par exemple de sélectionner tous les contacts que vous voulez ajouter à cette campagne, de cliquer sur ajouter un tag, de ajouter un tag spécifique avec le workflow, d'avoir un workflow qui démarre quand le tag est ajouté à la personne, placer cette personne dans cette campagne. Je vous l'ai montré dans les workflows juste avant, donc je ne vous le refais pas maintenant. Quelle est la principale différence entre une newsletter et une campagne? C'est dans les faits assez simple. Une newsletter, c'est vraiment envoyer un email par un email par un email. Il n'y a pas vraiment de suite logique. Une campagne, c'est quelque chose qu'on a déjà rédigé. Donc là, typiquement, je vous montre une campagne que j'ai chez moi. C'est en fait une succession d'emails qui sont envoyés automatiquement. Je n'ai pas besoin d'écrire des emails, etc. Ils ont déjà été écrits dans le passé. Et donc là, ça travaille vraiment en automatique. Pour moi. Pourquoi System.io assure le suivi des statistiques des emails de chaque compte? C'est simplement pour protéger leur serveur d'envoi. Il y a 2 ou 3 niveaux. Et donc pour savoir votre niveau, donc là je ne vais pas vous le montrer parce qu'il y a toutes mes statistiques. Mais si vous cliquez ici sur email statistiques, en haut à gauche, vous savez entre guillemets sous quel serveur d'envoi vous êtes. Il y a une pastille de mémoire rouge, verte et orange. Donc il faut être plutôt dans la verte. C'est-à-dire qu'on a peu de gens qui disent que nos emails c'est des spams. On a peu de bounce, c'est des emails qu'on envoie qui nous reviennent parce que l'adresse email est fausse typiquement. Et on a un bon taux d'ouverture au-dessus de 20%. On passe au dernier module, paramètres du compte. Comment on peut changer son nom, son prénom, son pays, sa ville? C'est dans les paramètres du profil. Comment on trouve ça? Il suffit de cliquer sur paramètres et en fait dans profil, on peut absolument tout changer. C'est là que vous mettez en fait toutes les informations de votre entreprise et personnelle parce que c'est ce qui permet de gérer entre autres la facturation. La deuxième question, c'est où on place nos pixels, aussi bien Facebook, Google et tout ça. Tout ce qui nous permet d'analyser un peu nos datas. Donc juste pour info, j'ai enlevé mon code là à l'instant, mais c'est exactement pareil, il suffit d'aller dans paramètres, tunnel de vente et là, ici dans cette boîte de dialogue, on peut placer notre code qui est fourni par Google ou Facebook. À quoi servent les paramètres du programme d'affiliation?
On va aller le voir directement, ce sera plus simple. Mais si vous allez toujours dans paramètres, ici dans programme d'affiliation, ici, vous pouvez définir votre taux de commission générale. On peut vraiment l'attitrer page par page ou tout au moins bon de commande par bon de commande. Mais là, au moins, on le met d'une façon générale et si on l'oublie, c'est cette valeur qui est prise en compte. Le montant minimum de versement, c'est à partir de combien on donne les commissions à nos affiliés. Moi, j'ai mis 20 €. Tout simplement, ça m'évite de recevoir des factures de 1, 2, 3 €, ce qui fait beaucoup de travail. Donc, je préfère qu'il y ait une petite somme, mais qui reste assez raisonnable pour que ce soit facilement accessible. J'ai pas de commission du second niveau. Et là, c'est le délai. Je vous conseille de faire attention à vos conditions générales de vente parce que typiquement, si vos conditions générales de vente, vous avez, je sais pas, une garantie de 60 jours, si vous mettez 30 jours, potentiellement, vous allez payer des affiliés alors que votre client peut vous demander d'être remboursé après avoir payé votre affilié. C'est un peu dommage. Voilà, et le nom du vendeur qui apparaît sur la marketplace. Comment pouvez-vous inviter des membres à rejoindre votre espace de travail? Donc c'est très pratique quand on a des collaborateurs et qu'on ne veut pas forcément donner accès à tout, notre comptabilité, etc. Du coup, ici, il suffit juste d'aller toujours dans paramètres, membre de l'espace de travail et on peut inviter un assistant. Donc là j'en ai plus en ce moment, mais j'en ai déjà eu et c'est assez pratique parce que du coup il peut accueillir les personnes, régler des petits problèmes d'email, etc. mais sans avoir l'accès à votre chiffre d'affaires principalement. Voilà. Comment obtenir ton certificat System.io? Bravo, si tu es arrivé à cette étape, ça veut dire que tu as réussi tous les tests et que tu es maintenant virtuellement certifié System.io. Avant de te donner les dernières informations essentielles, si cette vidéo t'a aidé, lâche un like et fais-le moi savoir en commentaire. Avant de faire la demande pour recevoir ton certificat, fais bien attention que là, tu sois bien à 100% terminé. Personnellement, j'avais oublié de valider le module introduction où il faut cliquer sur le bouton marqué comme terminé. D'ailleurs, il faudra que tu fasses ça sur tous les modules. Et le dernier que j'avais oublié, c'était obtenir votre certificat. Quand on dit félicitations, tu as l'impression d'avoir reçu. Mais pareil, si tu ne marques pas que ce module est validé, le support va te dire que tu n'as pas terminé ta certification. C'est un peu étrange, mais c'est comme ça. À partir de là, il suffit de contacter le support en cliquant sur ce lien. Tu descends tout en bas, tu mets ton nom, ton adresse email de ton compte System.io. Tu demandes recevoir mon certificat. Dans ton message, il leur faudra absolument 2 points. Le nom que tu voudras voir apparaître sur ton certificat. Par exemple, moi, j'ai demandé Damien Menu. Et aussi, il faudra leur indiquer ton adresse mail où tu as passé ta certification, juste pour qu'ils puissent vérifier au final que tous tes quiz soient bons et que ta part de progression soit à 100%. Voilà, maintenant, tu sais comment obtenir ta certification System.io. Si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire.